Waterloo, 18 juin 1815. Une plaine paisible qui fera l'objet d'un gigantesque affrontement. Au sud, se dresse l'armée française. Venant de vaincre les Prussiens, elle s'approche du champ de bataille. Composée de 71 600 hommes, dont 12 600 cavaliers, équipée d'une formidable artillerie de 246 canons, elle est commandée par nul autre que Napoléon Bonaparte, qui venait à reprendre les rênes du pays après son incarcération de 300 jours sur l'île d'Elbe. Au nord se trouve l'armée anglaise, formée de plusieurs régiments étrangers, dont des soldats venant du duché de Nassau, de Brunswick, ainsi que du royaume des Pays-Bas et de Hanovre. Tout cela combiné, on obtient une armée de 56 000 fantassins, répartis sur toute la colline, 12 000 cavaliers et plus de 156 canons, qui pilonneront les Français durant toute la bataille. Mais à l'est, les Prussiens, après leur défaite contre Napoléon 2 jours auparavant, s'approchent du champ de bataille pour se rallier aux Anglais. Formés de 33 000 hommes, ils changeront le cours de la bataille et de ce fait, de la face du monde. 11h30, Napoléon décide d'attaquer la ferme de Gaumont. C'est à ce moment-là que la bataille commença. Waterloo, 11h30. Après une courte préparation de l'artillerie sous la forêt, Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon, accompagné de sa division d'infanterie de ligne, part à l'assaut de la ferme de Gaumont. Quelques minutes plus tard, l'armée s'approche du bois, aux soldats embusqués les soldats nazoviens et hanovriens. Ceux-ci, cachés derrière Chacard, feront subir un peu nourris sur les lignes françaises qui s'avancent à découvert. Ils seront rapidement assaillis sous le nombre et devront se replier. En tout, les Français prendront 1 heure à conquérir le bois. Ayant subi beaucoup de pertes durant l'assaut, Jérôme ordonne à la 2e brigade de rejoindre leurs effectifs. En total, plus de 7 500 soldats français se cachent dans la forêt. Vers midi et demi, l'attaque est lancée vers la ferme. Mais les 2000 soldats possibles dans celle-ci repousseront l'assaut, puis les 6 autres qui suivirent durant la journée. En fait, cet affrontement inutile coûtera beaucoup de vies humaines et utilisera une grande partie des troupes françaises qui auraient pu servir à des fins plus utiles. 13h30. Le premier corps d'Ernon, formé les 4 divisions d'infanterie, avec le support de 80 canons de la grande batterie, attaque le centre du dispositif anglais. Pendant l'attaque, l'ouest de son dispositif est chargé de prendre la S5, un important bâtiment situé au centre du champ de bataille. Mais celui-ci est très bien défendu, engagé à l'intérieur la King German Legion. Équipé de fusils Baker, ayant une portée efficace de 200 mètres, il dépasse largement l'infanterie de ligne française en termes de puissance de tir, qui sont équipés de musquets appelés chars de ville, qui eux, ont une efficacité plus que médiocre, même à bout portant. En plus de ça, les fantassins français, durant l'assaut, se font plaquer par des cuirassiers anglais et se feront sévèrement bousculer. Pendant ce temps, à l'est de la S5, où se déroule la majeure partie du combat, le général Picton, habillé en civil, fort d'uniforme d'officier, dévale la colline, suivi de soldats écossais dans le célèbre Black Watch, et contre-attaque les lignes françaises. Baïonnette comme baïonnette, le combat sera féroce, barbare et sanglant. Malheureusement, il sera tué durant l'assaut. Pour couronner le tout, Wellington, général des forces britanniques, ordonne à Lord Oxbridge, commandant de la cavalerie, de charger les Français sur leur flanc. Ceux-ci seront sévèrement pris dépourvus et seront dans l'obligation de se replier. Pendant leur déroute, plusieurs d'entre eux trépasseront. De leur côté, les cavaliers anglais, fiers de leur attaque, décident de poursuivre les Français et d'attaquer la grande batterie. Mais les cavaliers français, passés derrière elle, feront amèrement regretter leur arrogance. Toute la cavalerie anglaise sera mise en combat. 15h. Après avoir réorganisé le premier corps et pilonné les positions anglaises pour la 2e fois, les Français contre-attaquent les Britanniques. Mais finalement, Wellington ordonne à son centre de se replier suite au bombardement. De son côté, le maréchal Ney, croyant un repli général, ordonne aux cuirassiers de Milhaud et la cavalerie de l'affaire Desnouettes de charger à l'ouest de la Haie-Sainte où se déployaient les troupes anglaises n'ayant pas été affaiblies par les attaques françaises. C'est la fameuse charge des cavaliers français sur les carrés anglais, où la cavalerie de Ney subira beaucoup de pertes, de même que l'infanterie britannique sera mise à rude épreuve. Le combat sera acharné. 16h30. Les Prussiens, menant d'arriver sur le champ de bataille, attaquent Plancenoit, où est situé le 6e corps de Levaux, qui avait été mis en garnison à cet endroit, contre une éventuelle attaque. Mais 1h30 plus tard, ils seront enveloppés par les Prussiens et ils seront dans l'obligation de se replier. Pour Napoléon, la situation est critique. S'il ne réagit pas, il risque un débordement sur son flanc droit. 17h. Voyant que la cavalerie française n'a toujours pas réussi à défendre les carrés, Napoléon envoie la cavalerie de Kellermann en renfort pour soutenir Ney durant son attaque. En tout, plus de 10 000 cavaliers français sont engagés dans la terrible bataille qui fait rage depuis 2 heures déjà et qui n'est pas près de finir.
18h. En apprenant que Place Noire est aux mains des Prussiens, Napoléon Bonaparte ordonne à sa jeune garde d'attaquer le village et de déloger les Prussiens. Après un féroce affrontement, ils réussiront à reprendre le village. Mais un nouvel assaut prussien repoussera les Français de nouveau. À 19h, renforcés par 2 bataillons de la vieille garde, les Français réussiront à conquérir le village à coups de baïonnette. Cette victoire a eu pour effet de stabiliser le flanc droit français. 19h30, Napoléon ordonne à la vieille garde d'attaquer le plateau Saint-Jean. Les 9 bataillons disponibles escaladeront la pente et atteindront le sommet quelques instants plus tard. Mais les soldats britanniques, simulés dans les champs de blé, se leverront subitement et enverront une salve qui fauchera 300 soldats français. Ceux-ci, selon la légende populaire, se jetteront en panique au bas de la colline. Mais cela en est autrement dans la vraie version de l'histoire. Les valeureux soldats, après la salve, chercheront les Anglais et réussiront à repousser une brigade anglaise. Et Wellington ordonna à tous ses hommes de contre-attaquer. La vieille garde, dans son rapport de 1 contre 10, n'aura pas le choix de se replier. Donc on peut conclure que la vieille garde ne s'est pas enfuie et qu'ils n'ont tout simplement pas eu le choix, et qu'ils ont fait preuve de courage exemplaire. Mais le reste de l'armée française, voyant la garde reculer, prend panique et fuit le champ de bataille. Seuls quelques carrés de la vieille garde resteront sur place pour couvrir la retraite française. Après de rudes combats, les Anglais ordonnent à la vieille garde de se rendre. C'est là que Cambronne dira sa phrase célèbre: « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Sur ce, je vous dis à la prochaine bataille.